Passionnés de romans historiques, bonjour. Donc aujourd'hui on va lire un roman historique, enfin des passages hein, bien sûr, pas la totalité. Et la semaine dernière il s'agissait donc les Bretons et Louis XIV, hein, puisque le sujet c'est la gabelle au temps de Louis XIV, donc j'avais pris comme base ce livre, donc ce livre d'histoire hein, de Jean-Yves Barzic aux éditions Joran en Bonheur, ce qui veut dire les éditions Joran en breton. Donc c'est Jean-Yves Barzic qui avait écrit ce livre, plein d'enseignements, et avec énormément de détails sur de nombreux sujets, et notamment ceux qui nous intéressent, avec la gabelle et les bonnets rouges, dans la stèle de Portsmouth, ce qui veut dire la stèle du petit port de mer en français dans le texte. Alors une enquête de Jean Nédélec, parce que donc c'est le genre roman historique polar quoi. Donc je vais vous lire l'argument. La stèle de Portsmouth, une enquête de Jean Nédélec. En 1675, la Bretagne est à feu à sang, les bonnets rouges se soulèvent contre un nouvel impôt, le papier timbré. Le duc de Chaulnes, alors gouverneur de la province, met tout en œuvre pour écraser la révolte. Fuyant la répression des dragons du roi et les désolations de la guerre, Jean Nédélec, jeune colporteur, tente de rallier l'Orient pour ses affaires. Mais témoin d'événements inattendus, il ne peut rejoindre sa destination. La découverte d'un cadavre le plonge dans l'univers mystérieux et secret d'un estuaire et d'une forêt bretonne où les vieilles légendes cachent parfois des secrets bien gardés. Chargé d'une enquête par les religieux de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, Jean Nédélec va vite découvrir que l'estuaire de la Leïta est un territoire dangereux peuplé de fraudeurs et de bandits. Très joli d'ailleurs les estuaires de la Leïta. Ça vaut le coup de visiter cet endroit. Cette première enquête de Jean Nédélec fait revivre la Bretagne sous le règne de Louis XIV, son atmosphère, ses habitants, ses croyances et ses superstitions, où les crimes et les légendes sont souvent liés. Voilà, dans le roman historique, enquête policière. Pierre Martin, j'ai déjà lu ça, je crois, pour un autre livre de lui. Hein. Pierre Martin est né à Quimper en 1969, docteur en histoire moderne. Il enseigne à l'Université de Bretagne occidentale à Quimper et à Brest, spécialiste d'histoire maritime. Ses recherches portent sur l'histoire des estuaires et des travaux du XVIe et XVIIIe siècle. Auteur de nombreux ouvrages universitaires et historiques, ce fin connaisseur des sources de l'histoire de la Bretagne signe ici son premier roman policier. Voilà, c'est le premier, il en a écrit plein d'autres. Hein. Féru d'histoire sociale, il a créé le personnage de Jean Nédélec, un colporteur, instruit et devenu enquêteur sous le règne de Louis XIV. Voilà, donc je vais vous lire des petits passages. Donc page 13, Dame Gabelle, page 13. Page 13, Dame Gabelle. D'accord. La Bretagne était alors à feu et à sang. À la suite d'une augmentation des impôts, le peuple poussé à la révolte par des chefs charismatiques, avait incendié les manoirs et ruiné les domaines des seigneurs. Les émeutiers s'insurgeaient contre le papier timbré, mais surtout contre une chimère, Dame Gabelle, qu'on imaginait piller les campagnes. Épris d'une colère vengeresse, ils avaient obtenu de grands seigneurs de religieux qu'ils renoncent à leur corvée. Les révoltés en avaient profité pour rédiger des codes et des règlements dans lesquels ils réclamaient une réforme profonde des impôts, davantage d'égalité et de justice. Ils dénonçaient aussi les abus de la justice seigneuriale, accusant les juges d'être à la solde de leur maître. Cette brusque flambée de violence ne pouvait être impunie. C'est les prémices de ce qu'on connaîtra en 1789, presque un siècle plus tard. Quoi. À la demande du roi, le gouverneur de la province, le duc de Chaulnes, fut missionné pour rétablir l'ordre. Plus de 5000 soldats et dragons originaires de Provence déferlèrent sur la Bretagne. La troupe qui logeait chez l'habitant en profitait pour se servir autant en nourriture qu'en femmes. Celui qui tentait de s'y opposer était traité comme un rebelle et exécuté sur le champ, sans autre forme de procès. L'heure n'était plus à la compassion.
C'était le temps des horreurs de la soldatesque. La rumeur colportait qu'à Rennes, beaucoup d'innocents avaient été défenestrés après avoir été battus et que les enfants dénudés avaient été liés sur des broches pour être rôtis. D'autres, encordés, avaient été jetés dans la Vilaine et s'y étaient noyés. Ces corps engloutis dans les eaux sombres étaient réapparus quelques jours plus tard, gonflés par des gaz putréfiés. Les champs de blé étaient rougis par ces moissons de feu et de fer, et de mémoire d'homme, personne n'avait jamais vu autant de violence et de malheur. Dans les campagnes, les loups étaient sortis des bois, attirés par des corps laissés à l'abandon. Il n'était pas rare de croiser une meute en train d'arracher les chairs des victimes. Ils ne craignaient même plus ceux qui tentaient de les effrayer en frappant le sol à l'aide de bâtons. Les louvetiers et les gardes forestiers avaient d'autres chats à fouetter, si l'on peut dire. Ils protégeaient leur seigneur contre ceux qui croyaient que leur malheur était le fruit d'un complot aristocratique. L'anarchie régnait et les comportements des hommes étaient mus par leurs émotions et leurs peurs. Certains prédisaient que la fin des temps était proche et que tous ces malheurs étaient des signes annonciateurs de l'arrivée prochaine du règne de la bête. Les plus illuminés cherchaient en toutes choses des signes de la venue du démon. Gorgés et aveuglés par leur superstition, des paysans les suivaient. Ils formaient de petits cortèges à la tête desquels quelques pénitents se flagellaient pour implorer l'aide de Dieu. Les curés, craignant l'hérésie et la perdition de leur âme, tentaient de les en dissuader. On racontait que dans le pays bigoudin, à Combrit, à Plenéour et dans beaucoup d'autres paroisses, les clochers avaient été abattus pour empêcher les habitants de prévenir l'arrivée de la troupe. Ceux qui étaient pris à sonner le tocsin étaient alors pendus, après avoir été molestés par les dragons. La terre de Cornouailles se nourrissait du sang, des chairs et des larmes des hommes et des femmes qui se trouvaient sur la route de ces hordes royales. Il ne manquait plus qu'une mauvaise récolte ne s'abatte sur ces pauvres airs. Le ciel de Bretagne semblait s'être assombri pour très longtemps. Voilà, donc il peint l'atmosphère de l'époque, dans un premier temps. Alors, page 79, cabotage sur la Leïta. La Leïta, c'est la rivière qui coule à Quimperlé, dans le sud du Finistère actuel, quoi. À l'époque, c'était la Cornouaille. Alors, page 79, parce que c'est l'Ancien Régime. On n'est pas encore à l'époque des départements. Alors, page 79. Page 79. D'accord. Les yeux écarquillés, il cherchait à savoir quelle était cette chose mystérieuse qui semblait remonter le fleuve, car c'est un fleuve, puisque ça va à la mer, et se rapprochait dangereusement de lui. Abreuvé de légendes, il se mit à ressasser des tas d'histoires. Le lieu était-il maudit? Un pendu, un flambeau qui danse sur la rivière, la légende noire d'un passeur envoyé du diable, le père Alanique, le morceau d'étoffe, Conomore, le barbe bleue de Carnouët, tout se mélangeait sur la palette de ses émotions. Ayant le pressentiment d'être un témoin gênant, Jean s'était tapi dans les joncs protecteurs. Son cœur battait de la chamade et il sentait son pouls cogner ses tempes. Il avait l'impression que tout le monde pouvait entendre les roulements de tambour qui heurtaient sa cage thoracique. Il prenait de longues inspirations pour freiner le tic-tac de ce métronome qui semblait avoir été réglé pour accompagner une gigue endiablée. Une gigue, pardon, endiablée. Ses yeux s'adaptaient à la faible luminosité et ses sens en éveil lui permirent de voir fendre de ce brouillard une longue digue verticale. Ce n'était pas une lance qui sortait de l'onde, mais la silhouette d'un mât portant deux voiles. Elle était presque affamée, et la coque, presque affalée, excusez-moi, c'est un peu tôt, je sort enregistrement tôt le matin. Il était presque affalé, et la coque d'un bateau se dessinait peu à peu. Il avait déjà vu ce genre de bâtiment. Il s'agissait d'un caboteur de belle taille. Il estima sa jauge de 25 tonneaux. Son expérience à Roscoff avait fait de lui un expert en la matière. Il avait l'œil pour identifier le moindre bateau. Beaucoup de ces transporteurs de marchandises venaient du sud-ouest du royaume chargés de barriques de vin jaune. Les Bretons
ne demeurait pas en reste. Une armada de petits caboteurs bretons alimentait la Bretagne en vin clairet de Bordeaux. Alors il a mis une note, hein. En Léon, la Béruldite, Argenton, Le Conquet, Roscoff, Landerneau envoient près de 200 bateaux à Bordeaux. Ailleurs, Audierne et les ports de l'actuel Morbihan entretiennent des relations commerciales soutenues sur le port girondin. Voilà, Bordeaux. Une fois débarqués, le précieux breuvage, ils repartaient leurs cales pleines de blé ou de toiles de pays de Bretagne. Ces échanges faisaient vivre les petits ports de fond d'estuaire et le reste de la province. Ce commerce était taxé et soumis à des droits de péage qui remplissaient les caisses des communautés de la ville, mais aussi celles des seigneurs locaux. Les seigneurs qui jouissaient de ces droits maritimes s'enrichissaient grâce à ce commerce juteux. Ils louaient la perception de ces privilèges à des investisseurs, faisaient souvent preuve de zèle. Ces fermiers étaient jalousés par la population locale qui les considérait comme des profiteurs. Ils étaient tout aussi détestés des mariniers parce qu'ils s'emparaient d'une partie de leurs revenus en usant de leurs droits de port et havre. Les marins associés à des négociants cherchaient parfois à contourner ses devoirs. Jean entendit un bruit métallique. À la proue du bateau, deux ombres manipulaient ce qui lui semblait être une chaîne. Au cliquetis des maillons glissant doucement contre la coque, il comprit que le bateau jetait l'ancre dans cette petite anse. En général, on larguait la chaîne sans se soucier du bruit. Les marins allaient sûrement passer la nuit au milieu du chenal pour débarquer leur cargaison au port de Quimperlé le lendemain matin. Il devait être en avance pour une raison qui lui échappait totalement. Il n'y avait plus de raison de s'inquiéter au sujet de la présence de ce bateau. Une question lui traversa l'esprit. Mais pourquoi n'avait-il pas fait halte à l'entrée de l'estuaire pour ensuite profiter du début du flux pour atteindre le port de Quimperlé? Une erreur de navigation sans doute? Peut-être n'était-il pas des habitués du lieu. La marée était haute et le bateau risquait de s'envaser un peu avant l'aube. Jean avait remarqué que le fleuve ne redevenait navigable qu'à mi-marée. On ne pourrait donc reprendre leur remontée qu'au milieu du matin. Il jugea que le capitaine avait commis une grave erreur de navigation et qu'elle allait lui faire perdre un temps précieux, car il risquerait d'être encore immobilisé le temps d'une journée sur les quais de Quimperlé. Il ne chercha pas à se manifester et pensa qu'au petit matin, il serait assez tôt pour leur demander de l'embarquer en échange d'un coup de main pour débarquer leurs marchandises. Cela lui faisait économiser ses vieilles chausses et il se laissa peu à peu gagner par le bonheur et la douceur d'une petite croisière. Il avait aimé la mer et cette éventualité pouvait être pleine de promesses. Le capitaine du bateau comprendrait très vite à qui il avait affaire. Jean était parfaitement amariné. Blotti dans les joncs, il rêvait une fois de plus à de grands espaces. Une voix sourde qui semblait provenir du bateau étouffa son songe. Voilà, ça continue. Après, c'est le dialogue. Donc, on rentre dans l'intrigue, quoi. Voilà. Ensuite, page 91, Quimperlé. Jolie petite ville de Quimperlé. Un peu inondable, hein. Voilà, parce que au Moyen-Âge, ça s'est fondé au Moyen-Âge sur la ville autour du fleuve lui-même, quoi. Donc, c'est forcément en zone inondable. Quimperlé était alors un port spécialisé dans le commerce du blé. La ville lui devait sa prospérité. Elle se divisait en deux, la basse ville au bord de l'Élé et de l'Isole, et la haute ville, sise sur un promontoire rocheux qui au Moyen-Âge avait porté un château. Les quartiers aisés où vivait la bonne société quimpéroise se trouvaient en basse ville. Quimperlé était encore ceinturé par quelques remparts et des tourelles rappelaient l'emplacement d'autres éléments de fortification qui avaient disparu. Jean longea les quais, puis emprunta le pont du Bourg-Neuf. Il fut surpris par la densité du bâti et le grand nombre de clochers qui brisaient la monotonie de ce qui lui semblait être un gros bourg. Les flèches de Saint-Michel
de Saint-Colomban, de l'abbaye de Sainte-Croix et combien d'autres encore dévoilaient la puissance de l'Église apostolique et romaine. Pourtant, cette impression de puissance n'était qu'illusoire. Quimperlé avait mis du temps à se remettre des guerres de la Ligue. Elle avait été la seule cité de Cornouailles du Sud à rallier la Ligue et à se rebeller contre l'autorité royale. En 1590, les royaux, commandés par le prince de Dombes, lieutenant-général du roi de France, avaient fait exploser les portes de la ville et avaient massacré tous ceux qui, sous les ordres de François de Chastel, tentaient de leur résister. 4 ans plus tard, la ville avait dû héberger et souffrir de l'établissement d'une garnison espagnole ralliée aux troupes du roi. Leur chef, Don Juan del Aguila, avait soumis la population à la loi martiale. Quiconque tentait de se rebeller contre cette occupation était immédiatement conduit à la potence. Après les grandes saignées de la guerre de la Ligue, beaucoup de familles de marchands en avaient profité pour faire de beaux mariages avec des veuves nobles. Ces unions de convenance leur ouvrirent les portes de la petite noblesse locale. Pourtant, Quimperlé et le reste de la Cornouaille connurent quelques déboires les années suivantes. Si la peste et la famine reculaient grâce au progrès de l'hygiène, favorisés par des édiles dynamiques, quelques disettes fauchèrent épisodiquement les habitants. Cette jolie bourgade lui semblait propre, ce qui le surprit. Il se souvint alors de la rue des Boucheries à Quimper, où le sang des tueries s'écoulait au milieu des pavés. Cela formait une rigole nauséabonde, où les mouches s'agglutinaient, se délectant de ce merveilleux festin. L'odeur pestilentielle et la nausée qu'il avait eue lors de son passage était gravée dans sa mémoire olfactive. Quimper brillait certainement par sa cathédrale, mais pas par ses incommodités. Quimperlé, alors peuplé de près de 3000 âmes, était une belle ville. Depuis 1666, la communauté de ville disposait d'un service de répurgation. Des tombereaux et des charrettes avaient pour mission d'enlever les excréments et les ordures qui jonchaient les rues afin d'éviter qu'elles apportent des maladies. Les spirilles s'y seraient développées et auraient décimé les plus faibles. Jean s'étonna de ne pas croiser de cochons en train de divaguer au milieu de la rue, comme il avait vu dans la capitale de l'évêché de Cornouailles, Quimper. D'ordinaire, ces animaux se nourrissaient des déchets des activités humaines abandonnés sur le pavé. Ici, les chaussées étaient propres. Elles n'étaient pas enduites par ce film gluant et glissant, si commun dans beaucoup d'autres villes. Ici, il était interdit de jeter ses immondices par les fenêtres, et chaque riverain était dans l'obligation de nettoyer quotidiennement la portion de rue qui se trouvait devant sa maison. Il sentit tout de suite qu'il allait pouvoir y faire de bonnes affaires et solder une partie des marchandises qui remplissaient son baluchon, devenu trop pesant, faute de vente. Cette vie lui plaisait, il la trouvait charmante. Son côté un peu guindé et propre tenait aussi à sa population constituée de marchands et d'officiers seigneuriaux et royaux. Quimperlé était une juridiction royale, une sénéchaussée, dont les compétences s'étendaient alors sur 14 paroisses. Voilà, une petite description. Ensuite, page 118, fraude. Ah, ça devient intéressant. 118, fraude. Vous voyez, Billette, nous nous en doutions. Nos fermiers ne nous racontent pas des histoires. L'argent ne rentre plus, car des marins profitent de l'obscurité de la nuit pour débarquer leurs marchandises en aval du port pour ne pas payer nos taxes. Il faut faire quelque chose, ce n'est plus possible. Si ce jeune homme dit vrai, et j'ai toutes les raisons de le croire, le port va dépérir rapidement et nous ne trouverons plus de fermiers pour en gérer nos affaires. De plus, le port devient de moins en moins praticable, il s'envase de plus en plus. Il faudrait que la communauté de ville rédige une missive à l'intendant pour qu'il le fasse curer. J'ai appris qu'à Quimper, les édiles avaient réquisitionné les mendiants pour dégager la vase qui bouchait le chenal. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose ici? Les oisifs de passage ne manquent pas. Autant leur donner de l'ouvrage plutôt que de les laisser mendier.
Nous avons déjà assez à faire avec tous les pauvres habitués que comptent les paroisses de Quimperlé. Le dimanche matin, ils s'agglutinent tous comme des mouches sur le parvis de nos églises. Ils tentent la main avec tellement d'insistance qu'ils dérangent nos bons paroissiens. Alors, Billette, vous qui avez une influence auprès des bourgeois de cette bonne ville, faites savoir aux magistrats et aux échevins que s'ils ne remédient pas à cette situation au plus vite, c'est toute la gouverne de la ville qui va sombrer et s'écrouler à cause de cette satanée fraude. De plus, il ne me semble pas que le lieutenant de police soit très aidé. Je n'ai jamais entendu dire que ces archers surveillaient de la rivière pour faire cesser cette véritable peste qui nous gangrène. Ce n'est tout de même pas à nous de dépêcher nos hommes sur place pour voir ce qu'il se passe là-bas. Et pourtant, je crains que si nous ne voulons pas être ruinés, nous n'y soyons malheureusement contraints et forcés. Et poussant un long soupir, il murmura « Les temps sont durs, mon bon ami. La révolte gronde à nos portes. Le pays est à feu et à sang. Et les dragons de notre bon roi, Louis le Grand, ne parviennent pas à mettre fin à cette insurrection. La rumeur laisse courir que des demeures nobles ont été attaquées et que des gredins ont brûlé leurs titres et leurs terres et leurs terriers. Oui, c'est ça. Aveux et privilèges ne sont plus que des amas de cendres fumantes. Tout n'est que désolation. Et voilà qu'en plus on cherche à nous voler, à gruger nos privilèges. Comment voulez-vous que mes moines puissent prier pour le repos des âmes s'ils se sont mal nourris, ajouta-t-il en adoptant un air morose. Voilà. Les démons du siècle. Page 263, Jugement. 263. Oh, c'est la fin, quoi. 263. Jugement. Alors, pour finir, la foule, impatiente d'être massée bien avant l'heure devant les portes austères de ce temple d'une justice qu'il avait la réputation funeste d'expédier ses condamnés au gibet, elle était comme une nuée de mouches prêtes à s'enivrer des chairs de ceux qui pourraient être suppliciés sur l'autel de l'obéissance. À l'ouverture des portes, ils s'engouffrèrent dans la salle pour se gaver d'une sentence qu'ils espéraient exemplaire. Un silence de mort planait sur cette salle bondée qui retenait son souffle. Les accusés attendaient le verdict. Le juge annonça d'abord les peines légères. Le Toec fut condamné à verser 300 livres à Mathieu Forget pour dommages et intérêts et dut honorer une amende de 100 livres. La femme de Clanche fut accusée de complicité de recel et, à ce titre, écopa du bannissement. Sa maison et les biens qu'elle contenait furent saisis. Elle venait de tout perdre et Mathieu et Jean considérèrent que ce n'était que justice. Tuldoal Bocher avait tout avoué en faisant preuve d'un zèle plus que suspect. Le juge estima qu'il avait voulu charger le Clanche pour se mettre hors d'atteinte de la justice. Il fanfaronnait, croyant que ses aveux suffiraient pour obtenir la clémence du juge. Son sort était déjà scellé sur le papier. Il faillit s'effondrer lorsque le juge lui annonça sa peine. Il venait de prendre 10 ans d'emprisonnement, assisté de la confiscation de tous ses biens. Il laissait une femme et 4 enfants sans ressources. Ceux qui s'étaient enfuis furent condamnés par contumace et le juge décida qu'ils seraient activement recherchés par la police. Eux risquaient des peines de galère. Puis vint le moment du verdict que tout le monde attendait. Le Clanche, qui ne tartarinait plus depuis la veille, avait un peu mauvaise mine. Il avait le visage de ceux qui se sont préparés au pire, de ceux qui commencent à faire le deuil de leur vie. La justice avait été exemplaire pour ses complices. Lui, il était accusé des crimes les plus graves. Mais jusqu'à l'annonce de la sentence, il ne pouvait croire qu'on le traiterait comme un grand criminel. Il pensa même qu'on pourrait le remercier d'avoir débarrassé le pays d'une crapule en la personne du marquis Morvan. C'était mal reconnaître cette justice cannibale.
Il espérait les galères ou la prison à perpétuité. Après tout, ce n'est pas si terrible d'aller ramer en Méditerranée. Bref, hein. Il délirait comme ceux qui refusaient de voir la vérité en face. Le juge, impassible et sévère, lui demanda de se lever. Les 2 gardes qui l'escortaient, voyant qu'il perdait ses jambes, le soulevèrent sans ménagement. Ses yeux étaient vides. Il ressemblait à un pantin ou à une marionnette dont les ficelles étaient tenues par des gardes. Le juge l'apostropha. « Allez, Leclanche, le spectacle est terminé. Il est l'heure d'entendre le jugement des hommes et celui de Dieu. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une extrême gravité. » Puis l'homme de justice énonça d'une voix calme mais sévère le jugement du tribunal. Il fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le verdict risquait d'être sans appel. Il retint son souffle. L'homme de loi se leva et lui annonça sa peine. Le tribunal vous condamne donc à mort. Vous serez roué de coups jusqu'à ce que mort s'en suive, et votre cadavre sera confié à l'exécuteur des hautes œuvres pour qu'il en tire quelque menu profit. Leclanche se recroquevilla comme un enfant en se serrant contre ses gardes. La sentence était épouvantable. Il aurait tout donné pour être pendu. L'exécution fut fixée au surlendemain. Le laps de temps devait lui permettre de se confesser, mais surtout offrir un temps confortable au bourreau pour se rendre de Quimper à Quimperlé. Voilà, la justice du roi a été impitoyable. Voilà, donc joli roman de Pierre Martin, hein, La Stèle de Port-Morzic aux éditions La Geste roman historique. Hein, c'est ça, hein, La Geste, le roman historique. Donc c'est dans les Deux-Sèvres, La Geste. Voilà, et donc je vous invite à lire ce beau roman. Voilà, de roman historique et enquête policière. Je vous dis à très bientôt sur un autre sujet. Hein. À très bientôt.